tous, bienvenue dans cette plénière consacrée au bas carbone, au low-tech, à la réversibilité et à la circularité et au biosourcé. Voilà, la liste est longue, mais le débat aussi. Moi, je suis journaliste à Bâti Actu, en charge de l'innovation, de l'industrie et du négoce. C'est pour ça que je suis ici. Voilà. Sur l'estrade, je suis avec Emmanuel Pat, qui est architecte associé à l'agence Méandre, etc., ou alors Entre Terre et Ciel. Hein. On m'a bien détaillé ce qu'il y avait derrière le ETC, voilà. Et Emmanuel Pat vient nous présenter un projet de l'école Jules Ferry à Montfermeil, qui est sur la thématique du passif biosourcé et géosourcé. Donc c'est un projet passif, sans chauffage, avec une démarche bâtiment durable francilien. Voilà, je vous laisse parler, Emmanuel Pat, et nous présenter ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux dans une si grande salle. Je suis impressionnée. Je sais que c'est l'heure de la sieste. Alors j'espère que je vais vous réveiller un peu avec ce projet. Et donc, je vais vous dire un peu qui nous sommes. L'agence Méandre ETC. C'est une agence qui existe depuis plus de 25 ans. Et nous avons toujours fait des bâtiments pionniers, je dirais, parce que notre passion, c'est de questionner les habitudes, de regarder dans la façon qu'on a de vivre aujourd'hui ce qui cloche, parce que quand même il y a des choses qui clochent, étant donné où on en est aujourd'hui au niveau environnemental. C'est bien qu'on n'a peut-être pas su vivre de manière respectueuse pour la planète et pour nous-mêmes, pour l'avenir. Donc voilà, donc nous on a fondé l'agence pour ça, pour réfléchir à la question environnementale, pour changer les habitudes. Et les habitudes, c'est terrible les habitudes, parce que si on a l'habitude de prendre sa voiture pour aller quelque part où on pourrait très bien aller autrement, comme on a l'habitude, on le fait. Et c'est pareil dans le bâtiment, on a des habitudes de construction, on pense qu'il nous faut ça pour se sentir bien, et c'est pas forcément vrai. Donc nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on se pose des tas de questions tout au long du projet. Voilà, je ne vais pas vous détailler tous les projets qui sont sur cet écran, mais on a été les premiers à faire utiliser le chanvre. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore biosourcé, dans un ERP, en réhabilitation. Enfin voilà, on a toujours essayé de faire avancer des choses. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est d'abord un maître d'ouvrage. Et je voudrais remercier tous les maîtres d'ouvrage et celui aussi qui nous fait travailler sur le projet à Montfermeil que je vais vous présenter. Parce qu'évidemment, l'architecte ne peut rien si le maître d'ouvrage n'a pas envie justement de se poser ces questions-là. Je dirais, pour un architecte, c'est quand même assez incroyable qu'il y ait une personne qui vienne et qui vous dise, voilà, j'ai 8 millions, il faudrait que vous me dessiniez un bâtiment. Donc c'est quand même... on ne peut exercer que parce qu'on a des maîtres d'ouvrage. Et il faut que le maître d'ouvrage, il ait envie de changer aussi un peu ses habitudes. Et puis, il y a la question aussi de l'équipe. On a une équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, en tant qu'architecte, on est un peu le chef d'orchestre, mais il y a les thermiciens, il y a les ingénieurs structure, l'acousticien, etc. Il y a toute une équipe, et sans parler des entreprises aussi sur le chantier. Donc, en fait, le projet dont je vais vous parler, c'est une école de 13 classes, une école maternelle. Et ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que ce qui compte avant tout, surtout si on veut faire du low-tech, et si on veut faire du passif, si on veut faire des choses les plus environnementales possibles, c'est-à-dire les plus frugales possibles, ce qui compte avant tout, c'est le dessin.
le dessin du projet. Et quand on dessine, ce n'est pas seulement des traits qu'on trace, c'est tout ce qui sous-tend ce dessin, toutes les contraintes urbaines. Donc là, on voit ce bâtiment qui est en forme de L, est implanté dans un site urbain, sur une place. Donc sur cette perspective, on voit la place. De l'autre côté, il y a une autre école. Donc déjà, on a tout ce contexte urbain. On a des questions bioclimatiques, je vais en parler après, parce que si on veut faire un bâtiment passif, il faut penser aux orientations, au soleil, au vent, etc. Il y a la biodiversité. Vous voyez aussi sur cette perce que la place est assez minérale, mais qu'à l'arrière, il y avait quelques grands arbres. Et donc, la façon dont on s'implante, c'est aussi garder des unités paysagères un petit peu qui ont une certaine masse critique, qui sont pas, on essaye de ne pas morceler les espaces naturels, la gestion de l'eau, les usages, les accès, l'énergie, les matériaux. En fait, toutes ces contraintes rentrent en ligne de compte, et le dessin, il a l'air simple. Vous voyez, c'est un bâtiment en forme de L, le long d'une place, qui entoure une cour de récréation qui sert aussi à faire de la rétention et de l'infiltration d'eau. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein, mais en fait la simplicité, c'est aussi d'intégrer toutes ces choses-là, et que la personne, l'usager qui va être dans le bâtiment, il ne le sait pas en fait, il ne s'en rend pas compte, il va se sentir bien tout simplement. Et donc l'attention à l'usage, comme je disais, c'est une maternelle. Donc ce sont des petits de 3 à 6 ans. C'est leur première expérience de collectivité. Ils ont peut-être été à la crèche, mais ils n'ont pas la maternelle, c'est la première expérience avec d'autres de collectivité. Ce sont les citoyens de demain, donc c'est eux qui vont hériter de cette planète que nous n'avons pas forcément toujours bien soignée. Comment on va les impliquer, comment on va diffuser ces idées et ces pratiques. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est que contrairement à d'autres projets où on a travaillé sur l'énergie, en se disant, pour qu'un bâtiment soit le plus économe en énergie, il faut qu'il soit très très bien isolé, pour sortir, il y a un sas thermique, etc. Là, on s'est dit, c'est l'inverse. Finalement, on a fait ce genre de bâtiment, mais ce qui compte, c'est comment on va vivre dedans. Donc, on va faire un bâtiment performant, mais on ne va pas dire aux usagers, non, mais pour rentrer, pour sortir, il faut passer dans un sas, etc. Les enfants, ce qui leur fait plaisir, c'est qu'ils sont dans la classe et ils peuvent sortir directement dans le jardin, un peu comme dans une maison. Donc on a imaginé chaque classe comme une petite maison avec son bloc sanitaire qui permet d'apprendre l'autonomie, avec des liens directs vers l'extérieur, voilà, avec l'entrée où il y a le vestiaire, et de façon à ce que ce soit à hauteur de ces enfants. Alors évidemment, il faut quand même faire de la compacité, donc pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est plus économe en énergie, hein, parce que quand on est compact, le rez-de-chaussée chauffe aussi le premier étage, il y a moins de toitures, les toitures c'est ce qui est de plus énergivore, mais aussi on s'étale moins, hein. Tout à l'heure, certains ont peut-être écouté Franck Boutet parler du ZAN, on s'étale moins. Là, on est sur une emprise qui était déjà construite. C'était une emprise, on a démoli un bâtiment, on s'est construit finalement un peu sur la même emprise. Et si on ne voulait pas faire d'étage, ça nous étalerait beaucoup plus. Alors, on a des classes à l'étage, mais les classes qui sont à l'étage sont sur le même principe de chaque classe est une petite maison qui sort directement sur une terrasse qui est au sud. Et pour
utiliser l'énergie naturelle du soleil, du vent. Vous voyez qu'on travaille en coupe et la course du soleil n'est pas la même l'été et l'hiver. Donc, on va choisir des orientations qui vont prendre le plus de soleil l'hiver, parce que l'hiver, on a envie que le soleil chauffe, et le moins de soleil l'été, puisqu'il faut s'en protéger. Donc, les meilleures orientations, c'est les orientations sud, puisque c'est là que le soleil est plus haut l'été, et donc on peut facilement protéger en faisant des casquettes. Et puis, l'orientation nord, parce que c'est une lumière disons régulière, on n'est pas ébloui et on n'a pas de problème de surchauffe. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'énergie, la question de la performance d'un bâtiment, ce n'est pas tellement la question de l'hiver. On sait bien isoler, c'est facile de chauffer, c'est la question de l'été. Parce que l'été, qui deviennent de plus en plus chauds, deviennent un vrai problème, et que notre idée, c'est vraiment de faire un bâtiment confortable sans recours à la climatisation étant le problème le plus crucial de demain, parce qu'en climatisant, on réchauffe encore les espaces extérieurs. Et quand on fait une école, on veut que les enfants puissent aller en récréation et que ça ne soit pas surchauffé, que ça ne soit pas encore plus chaud. Donc on travaille sur l'îlot de fraîcheur et on travaille sur un bâtiment qui va être frais naturellement. Et d'ailleurs, une des choses dont on s'est rendu compte dans d'autres écoles que nous avons construites, c'est que quand on fait des cours de récréation à l'étage, ce qui est le cas ici, eh bien c'est plus compliqué de protéger ces cours de récréation de la surchauffe. Et l'été, une cour de récréation au sud à l'étage, il faut qu'on puisse la protéger. Et c'est pour ça que vous voyez sur cette coupe, on a créé une structure en bois qui va permettre que des grimpantes montent et abritent du soleil une partie de la cour de récréation, fasse des petits espaces ombragés pour les enfants sur la cour de récréation qui est à l'étage. Alors, le maître d'ouvrage, il voulait faire un bâtiment Passibat. Passibat, c'est un référentiel qui impose un certain nombre de limites, notamment pour le chauffage. Il ne faut pas dépasser une certaine 15 kWh par mètre carré par an. Et finalement, ce que nous disent nos bureaux d'études, c'est que pour arriver à atteindre ce niveau Passibat, on est obligé de faire du double flux à récupération de chaleur. Donc le double flux, c'est l'air entrant est préchauffé par l'air vicié qui sort. Et l'air vicié qui sort, finalement, il est chauffé par le fait qu'il y a 30 enfants dans une classe. Donc chaque enfant est un petit radiateur. Donc le double flux permet d'être très très économe en chauffage. Et nous, on a déjà fait des bâtiments avec du double flux, on a fait des bâtiments zéro énergie. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que avoir du double flux et avoir du chauffage, c'est infernal à régler. Parce qu'on met trop de chauffage, il faut ventiler, enfin... Et finalement, étant donné que le maître d'ouvrage voulait un bâtiment Passibat, on a dit on va faire du double flux, mais du coup, on ne va pas faire de chauffage. Parce que c'est superfétatoire. En fait, il faut... notre métier, nous, la façon dont on le voit, c'est qu'il faut défendre toujours les solutions low-tech qui ne demanderont pas d'énergie, qui ne demanderont même pas de maintenance, qui ne demanderont pas de changement de matériel, etc. C'est la forme du bâtiment et les matériaux qui sont utilisés, son orientation qui vont créer le chauffage. Voilà, donc c'est une façon de simplifier le projet. Ensuite, ça va, je suis dans les temps. Je vous laisse encore 5 minutes. 5 minutes, oula. Donc ensuite, on a travaillé avec les matériaux, des matériaux biosourcés, parce que là aussi, sur les projets précédents, on s'est rendu compte que faire un projet zéro énergie, mais
pour le construire, il faut de l'énergie, c'est l'énergie grise. Donc faire un projet zéro énergie, mais dont l'énergie de construction, pour être amortie, ça prend 25 ans, c'est embêtant. Et idem pour le carbone. Donc une des choses que nous défendons systématiquement, c'est de travailler avec des matériaux biosourcés, donc structure bois, une enveloppe paille, donc, qui a une très grande performance été comme hiver, qui a été conçue suivant une technique, la technique du grèbe, donc avec des bottes entières, des enduits plâtre extérieurs, des enduits terre crus à l'intérieur, et ce sont des enveloppes respirantes. Donc sur le chantier, évidemment, ce sont des dispositions qu'il faut tester. On fait des prototypes, on essaye, on travaille sur les détails, etc. Pour faire ce genre de projet qui est innovant, on se forme. Donc on s'est formé chez Amaco aux grands ateliers de l'île d'Abo sur la terre, et on a choisi de prendre la terre du site, la terre de Montfermeil. Donc on a été dans cette formation avec de la terre qui avait été prise sur le site pour voir ce qu'on pouvait faire avec cette terre-là. Et ensuite, quand je suis revenue de cette formation, on a fait un séminaire à l'agence avec aussi les services de la ville de Montfermeil pour, là encore, regarder ce qu'on pouvait faire, comment le faire. Et finalement, cette terre, elle apporte non seulement le fait qu'il faut très peu d'énergie pour la fabriquer, qu'il y a très peu de carbone émis puisque c'est la terre du site, et en plus qu'elle apporte du confort hygrothermique en régulant l'humidité, en faisant de la masse thermique à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, on a ensuite, sur le chantier, on a une entreprise qui s'appelle Caliclay, qui est venue préparer la terre sur le site, faire là aussi des tests pour concrétiser cette prescription. Inventer une méthodologie, parce que si on veut le refaire, il faut qu'on sache quelles sont toutes les étapes de vérification de cette terre. Une autre de des raisons pour lesquelles nous faisons ce genre de projet, c'est la diffusion et la massification. Donc, les visites de chantier, le partage d'expériences, on est dans des réseaux avec d'autres architectes, avec d'autres ingénieurs, pour discuter ensemble de ce qu'on essaye de faire, parler aussi des échecs, parfois ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, comment on va progresser, comment on va pousser encore plus loin. Voilà, donc ça fait partie de notre travail de faire toute cette diffusion. D'accord, merci Emmanuelle Pat, on peut l'applaudir. Je vais revenir à nous. Alors on va aller sur un jeu de questions plutôt après les interventions